Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va étudier comment utiliser un diagramme enthalpique et dans le cadre de l'étude d'une machine thermique type réfrigérateur, donc ici un climatiseur qu'on va étudier. Et donc l'idée c'est par rapport à la démonstration qu'on a vue en première année où on fait des variations d'énergie interne et d'entropie sur un cycle et qu'on applique les premiers principes et seconds principes en hypothèse de réversibilité du cycle. Ça nous permettait de trouver l'efficacité ou le rendement en fonctionnement réversible. Eh bien, on va essayer maintenant d'étudier plus en détail les étapes du cycle sans faire l'hypothèse de réversibilité à tout instant, et ce afin d'avoir une meilleure estimation de l'efficacité ici d'un réfrigérateur. Donc on va s'intéresser à un climatiseur de voiture. Alors, pour cela, on a besoin de plus d'informations sur le fluide et ces informations, elles sont représentées sous la forme d'un diagramme enthalpique et c'est ce qu'on va apprendre à utiliser dans cette vidéo. Donc dans cet exercice, on va s'intéresser à un climatiseur, donc une forme de réfrigérateur, et on va essayer de déterminer son efficacité, cette fois-ci non pas dans le cas idéal d'un cycle réversible comme on fait lorsqu'on détermine l'efficacité de Carnot, mais en étudiant plus en détail les propriétés du fluide qui est utilisé dans la climatisation, et pour cela on va se servir du diagramme enthalpique du fluide, donc ça c'est un relevé expérimental, et donc l'objectif de cet exercice c'est d'apprendre à utiliser ce relevé expérimental pour, à l'aide du premier principe industriel, déterminer de manière plus satisfaisante l'efficacité d'un climatiseur. Donc on a ici la structure du climatiseur qui est redonnée, donc vous avez ici l'intérieur du véhicule à refroidir, ce qu'on appelle la source froide de manière générale, qui va échanger de l'énergie avec le fluide. Donc le fluide lui circule comme ça dans le climatiseur. Donc l'échange d'énergie ici QF va se faire au niveau de l'évaporateur. Vous avez le compresseur ici qui va permettre au fluide du climatiseur de recevoir un travail mécanique W, et il y a une deuxième source, donc ici ça va être la source chaude qui va échanger un transfert thermique QF avec le fluide de la pompe à chaleur. Ici on a un dernier élément qui est le détendeur, qui sert à faire baisser la pression du fluide, mais au sein de ce détendeur on verra qu'il est adiabatique et qu'il ne contient pas de partie mobile, donc en fait il n'y aura pas d'échange énergétique avec l'extérieur. Donc voici la structure générale du climatiseur. Donc le condenseur et l'évaporateur sont en fait deux échangeurs thermiques qui permettent au fluide d'échanger du transfert thermique soit avec l'intérieur ou avec l'extérieur. Et le compresseur, c'est ce qui va nous permettre d'apporter du travail au fluide. Donc on va, pour étudier en détail le climatiseur, se servir du diagramme enthalpique du fluide qui est utilisé dans le climatiseur, qui est l'hydrofluorocarbone R134A. Et donc voici son diagramme enthalpique. Alors qu'est-ce qu'on doit connaître sur le diagramme enthalpique? Eh bien, il est assez proche finalement du diagramme de Clapeyron de la pression en fonction du volume massique qu'on utilise pour décrire les équilibres liquide-vapeur. On retrouve cette cloche. Ici, vous avez la pression en échelle logarithmique en ordonnée, et en abscisse, c'est l'enthalpie massique en kilojoules par kilogramme qui est indiquée. Alors, comme pour le diagramme de Clapeyron, en dessous de la cloche, on est sur un équilibre liquide-vapeur. Au-dessus de la cloche, à droite de la cloche, on est à l'état gazeux, et à gauche de la cloche, c'est l'état liquide. Donc dans l'exercice, on vous demandait initialement d'indiquer sur le diagramme les domaines liquide-vapeur, équilibre liquide-vapeur du fluide, et bien c'est ce qu'on vient de faire. On va analyser plus en détail le diagramme après, et on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de courbes qui apparaissent. Donc, quelles sont ces courbes? Alors déjà, si nous avons un point ici, nous pouvons aller relever. Imaginons que le fluide soit dans cet état-là. Chaque point du diagramme correspond à un certain état du fluide. Et bien, si on est dans cet état-là, on peut, en projetant sur l'axe des abscisses, bien entendu, relever ici l'enthalpie massique du fluide lorsqu'il est dans cet état-là, qui est 480 kJ par kg. De la même manière, en projetant sur l'axe des ordonnées, on remarque qu'on est à une pression de 8 bars. On sait aussi qu'à cet état, le fluide est à l'état gazeux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres courbes tracées, par exemple ces courbes-ci, là. Oula, j'ai un petit peu du mal à la dessiner. Je vais essayer de la faire mieux. Hop, on va suivre celle-ci, ou celle-ci.
vous voyez dessus, il est écrit S égale 1,90, S égale 1,80. Et bien ça, c'est l'entropie massique. Donc l'entropie massique, S, qui va être donnée en kilojoules par Kelvin par kilogramme ici. Donc vous avez toutes ces courbes d'entropie massique qui sont ici. Et puis vous avez encore un autre type de courbe, ce sont celles-ci. Je l'ai perdu en dessinant. Je vais essayer de faire ça un peu mieux. Alors vous avez celle-ci, hop. Voilà, vous en avez une ici aussi. Vous en avez une ici. Et donc il y en a une qui passe par le point considéré. Vous voyez, toutes ces courbes, vous voyez ici, elles sont indiquées 40, 50, 60, 70. Elles sont horizontales en fait, sous la cloche. Si vous voyez bien, on les retrouve ici. Et ici, ça part quasiment à la verticale. Vous avez un angle droit ici. Et si vous remarquez, ça ressemble étonnamment aux isothermes d'Andrews dans le diagramme de Clapeyron. En effet, ces courbes-ci sont des isothermes. Alors on le voit, hein, par exemple, dans la zone d'équilibre liquide-vapeur, on sait qu'un changement d'état, s'il est à pression constante, c'est-à-dire sur une horizontale ici, il doit être aussi à température constante. Hein, ça, c'est la propriété du changement d'état. Un changement d'état qui se fait à pression constante doit se faire à température constante. C'est pourquoi l'isotherme est aussi horizontal. Donc, ces droites, enfin ces courbes-là, droites horizontales sous la cloche et qui se courbent ensuite à l'état vapeur, ce sont les isothermes. Donc vous voyez ici, mon fluide, je sais qu'il est sur l'isotherme de 90 degrés, donc je sais que la température du gaz au niveau du point que je suis en train de considérer est de 90 degrés. Donc vous voyez l'intérêt de ce diagramme, c'est qu'il suffit de placer un point dans le diagramme et on sait tout de suite l'enthalpie massique, l'entropie massique, la pression, l'état du fluide, et la température du fluide en ce point. Donc on a énormément d'informations juste en reportant un tracé. Donc voilà l'intérêt de ce diagramme, et maintenant on va l'utiliser pour déterminer l'efficacité de la pompe à chaleur. J'efface les traits que j'ai dessinés, puisque en fait je les ai juste représentés à titre d'exemple. Donc voilà l'intérêt de ce diagramme. Il y a autre chose que j'ai oublié d'expliquer, ce sont ces courbes-ci. Ces courbes-ci qui n'existent que sous la cloche. Et vous voyez, elles vont de 0, 0,10, 0,2, 0,3 à 1. Sous la cloche. Alors à quoi elles correspondent? Eh bien ici, quand on est ici, le mélange équilibre liquide-vapeur est entièrement gazeux. Quand on est ici, il est entièrement liquide. Eh bien quand on est ici, il commence à y avoir un petit peu de gaz, mais il y a essentiellement du liquide. Et donc 0,10, ça veut dire qu'on a 10% en masse de gaz et 90% de liquide. Donc ce qui est donné ici, c'est ce qu'on appelle le titre massique en vapeur. On le note X, c'est la fraction massique de vapeur dans l'équilibre liquide-vapeur. Ici, il est de 100%. Quand on est ici, on a 100% de vapeur. Ici, on a 90% en masse de vapeur, 80%. Donc vous voyez, vous relevez aussi le titre massique dans la zone d'équilibre liquide-vapeur. Voilà tout ce qu'on peut faire avec ce diagramme. Et donc, on sait que on s'intéresse dans notre cas au climatiseur et on vous dit que lorsqu'il passe dans l'évaporateur, il se passe une vaporisation à pression constante, vaporisation isobare, du fluide qui vient d'un état 4. Donc vous voyez, le fluide était à l'état 4, il passe dans l'évaporateur et il arrive à l'état 1. Il a reçu une puissance PE, puissance thermique de la part de l'intérieur du véhicule. Et on nous dit qu'à l'état 1, la température vaut 5 degrés et la pression 3 bars. Et on nous demande de placer ce point. Donc on sait qu'il vient de subir une vaporisation. Donc a priori on est à l'état gazeux. Et on va placer le point numéro 1. Donc pression 3 bars. Donc on est forcément sur cette horizontale-ci. Et température 5 degrés. Donc on a ici l'isotherme à 0 degrés. On a ici l'isotherme à 10 degrés. Donc l'isotherme à 5 degrés est entre les deux. Elle est probablement ici. Et donc notre point 1 est environ à cet endroit-ci. Vous voyez, l'isotherme de 5 degrés n'est pas représenté, mais on peut faire au milieu de l'isotherme 0 degré et 1 degré, en voyant bien que les isothermes, quand on passe dans la partie gazeuse, tout de suite se courbent de cette manière. Donc, le point numéro 1 est ici. On nous demande d'y relever la valeur de l'enthalpie massique. Et bien pour ça, on va projeter ici. Et alors, voilà, là on avait
on avait 400, 420, on va dire qu'on est à peu près, là on doit avoir le 410 qui est ici, on est à peu près à 405, alors voilà, après il faudrait essayer de le faire à la règle et le plus précisément possible, mais 405 kJ par kilogramme au niveau du point numéro 1. Vous, sur votre feuille, essayez de le faire le plus précisément. Ici, c'est pas forcément évident. Et S1, l'entropie massique, et bien cette fois-ci, on va aller regarder la courbe d'entropie constante. Donc, je vais effacer mes traits de construction ici pour le relevé de H1. Et je m'aperçois que on a une courbe, voilà, le 1,75 semble passer par le point 1. Enfin, on n'est pas très loin, donc on va mettre 1,75 kJ par Kelvin par kilogramme. Et là, on a trouvé l'enthalpie massique et l'entropie massique au niveau du point S1. Juste, j'ai oublié de répondre à une question dans la question 2. On nous demandait où est-ce que dans ce diagramme, le fluide peut être considéré comme un gaz parfait. Alors, on se rappelle d'une propriété importante d'un gaz parfait, la loi de Joule, qui nous dit que pour un gaz parfait, l'enthalpie massique ne dépend que de la température. On a cette loi. Delta H, la variation d'enthalpie massique, c'est la capacité thermique massique à pression constante fois la variation de température. Autrement dit, si H constant, c'est que T est constant. Vous avez équivalence. Hein. Si T ne varie pas, H ne varie pas, et si H ne varie pas, T ne varie pas. Ça, c'est vrai pour un gaz parfait uniquement. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le gaz est parfait, si on se situe à enthalpie constante, on se situe à température constante. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les isothermes, comme ici l'enthalpie est représentée ici, ces zones droites, ce sont des zones à enthalpie constante. Eh bien, si on a un gaz parfait, ça doit aussi être des zones à température constante. Donc vous voyez, quand les isothermes sont confondus avec les isenthalpes ce sont les droites verticales que je trace, quand les isothermes sont confondus avec les isenthalpes, autrement dit, quand les isothermes sont verticales, c'est que le gaz peut être considéré comme un gaz parfait. Et regardons, c'est bien le cas ici. Si vous regardez les isothermes, ces isothermes ici ne sont pas du tout des verticales, mais quand elles commencent à se situer dans la zone des basses pressions, ici par exemple, eh bien vous voyez, les isothermes deviennent vraiment des verticales. Et dans ce cas-là, on peut considérer que le gaz est parfait. Donc là, isotherme vertical, c'est-à-dire que il y a équivalence entre enthalpie massique constante et température constante. Et là, on est dans le domaine où le fluide est modélisable par un gaz parfait. Mais ce n'est pas le cas dans toute la zone de l'état gazeux. C'est ça qui fait la puissance en fait des diagrammes, c'est qu'on a vraiment des données réelles sur les fluides et on n'est pas obligé de se ramener à un modèle de gaz parfait qui forcément va dénaturer un petit peu la description du fluide. Désormais le point 1 est placé et donc on va regarder ce qui se passe ensuite. Donc après être à l'état 1, le fluide est amené à traverser un compresseur qui va naturellement augmenter la pression du fluide et on nous dit dans l'énoncé que le rapport des pressions, ça c'est donné juste en dessous, est de 6. La pression en sortie du compresseur par rapport à la pression d'entrée est 6 fois plus grande, donc avec ce rapport de pression, et on nous dit aussi que ce compresseur est isentropique. Alors ça c'est dû au fait qu'on va le supposer fonctionner de manière réversible, donc par exemple on va négliger tout frottement dans le compresseur, et puis on va aussi supposer que ces parois sont adiabatiques, et donc il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur. Donc on va se placer dans un modèle de compresseur réversible, et si on est une adiabatique, eh bien, il n'y a pas d'entropie échangée. Si elle est réversible, il n'y a pas d'entropie créée. Et donc, en fait, on a une compression isentropique, puisque s'il n'y a ni entropie échangée ni entropie créée, la variation d'entropie delta S, d'après le second principe, va être nulle lors de la traversée du compresseur. Donc, on cherche à connaître la puissance mécanique que va recevoir le fluide lors de son passage pendant le compresseur. Bon, alors ça, c'est pas quelque chose d'évident. Là, on n'a que le rapport de pression. On connaît la pression de sortie, qui est 6 fois la pression d'entrée, qui valait 3 bars. Donc la pression de sortie va être 18 bars. Et on sait qu'on est sur une isentropique. Ce qu'on peut tout de suite se dire, c'est est-ce qu'on pourrait représenter la sortie du compresseur sur le diagramme? Alors, on sait qu'on est à 18 bars, vu qu'il y a un rapport de pression de 6 environ. Donc 18 bars, on va être quelque part sur cette horizontale. Et on sait aussi qu'entre l'état 1 et l'état 2, dans le compresseur, on a suivi une compression isentropique. Donc on doit rester sur la même courbe d'entropie. Vous voyez, les courbes d'entropie massique sont ici. On doit rester sur la même, vu que l'entropie du fluide ne va pas varier, vu que la compression est isentropique. Et bien on en déduit donc qu'au niveau de l'état 2,
Le fluide se situe ici. On peut donc relever, on connaissait la pression de 18 bars, on peut donc relever, alors 18, ouais, je vais peut-être faire un petit peu haut le 18 bars, si on voit que... Non, je dis des bêtises. On peut relever en projetant sur l'axe des abscisses H. Ici, on va trouver à peu près 445 kJ par kilogramme. Donc j'ai H2 égale 445 kJ par kilogramme. Et ça me permet par exemple de calculer la variation d'enthalpie massique ΔH au cours du passage dans le compresseur, qui est d'environ 40 kJ par kilogramme avec la valeur de H1 qu'on avait trouvée ici. Alors comment trouver la puissance mécanique? Eh bien, quand on a la variation d'enthalpie massique, finalement on peut écrire le premier principe industriel. dm facteur de ΔH entre l'entrée et la sortie du compresseur, plus la variation d'énergie cinétique, plus la variation d'énergie potentielle, égale puissance utile, donc la puissance mécanique, plus puissance thermique. Alors ici, en fait, on travaille dans un climatiseur où, si la section du climatiseur est la même au cours de tout le cycle, la vitesse du fluide par conservation du débit va être également la même, et donc il n'y aura pas de variation d'énergie cinétique significative, pas de variation d'énergie cinétique au cours du fluide. De même, on va négliger les variations d'altitude du fluide, on va supposer qu'elles sont vraiment associées à des variations d'énergie potentielle minimales, en tout cas négligeables, et donc quand on étudie ces systèmes, en général, sauf si c'est vraiment explicitement écrit, on néglige ces deux termes. Par exemple, l'énergie potentielle massique, on la considère quand on travaille avec des pompes qui doivent amener de l'eau à une altitude élevée, là ça va être important, mais quand on travaille sur des objets qui sont à altitude grossièrement constante, on le néglige. Et donc, on se retrouve de même dans le compresseur, dans une situation adiabatique, donc il n'y a pas de puissance thermique associée avec échangée avec l'extérieur. Donc on se retrouve avec une simplification du premier principe industriel qui nous dit que dm delta H égale la puissance mécanique. Alors on est bien sûr ici entre l'entrée et la sortie du compresseur, donc c'est delta H entre l'étape 1 et 2. Et bien on en déduit que comme le débit massique nous est donné qu'il valait 0,1 kg par seconde, et bien on va trouver 0,1 fois delta H, on va trouver 4 kW au niveau du compresseur. Voici la puissance reçue par le fluide au niveau du compresseur. Donc maintenant que le fluide est sorti du compresseur, il va rentrer dans le condenseur. Donc le condenseur, ici, va permettre l'échange thermique avec l'extérieur du véhicule, donc la source chaude. Le condenseur, je vous le rappelle, c'est en fait un échangeur thermique, et il va y avoir changement d'état isobar du fluide dans le condenseur. Donc on va repasser de l'état vapeur à l'état liquide pour arriver à l'état numéro 3. Donc on va représenter cet état numéro 3 sur le diagramme. Alors pour ça, on va regarder toutes les informations qui nous sont données. Le fluide sortant du compresseur entre dans le condenseur dans lequel il est refroidi de manière isobare jusqu'à la température T3 égale 60 degrés. On va placer eh bien le point 3 sur le diagramme. On nous dit qu'on est sur un refroidissement et un changement d'état isobare. Et donc nécessairement, on va se déplacer sur cette droite-là. Cette droite de pression constante. Et on nous dit aussi qu'à la fin du changement d'état, on arrive à une température de 60 degrés Celsius. Alors là, il est intéressant de suivre l'isotherme 60 degrés Celsius. Elle est ici. Là, elle est horizontale comme cela. Et puis, ici, elle est comme ça. Ça, j'ai représenté, j'ai remis l'isotherme 60 degrés Celsius. Donc, on va s'arrêter quand le fluide est à 60 degrés Celsius. Et bien, c'est quand l'isobare 18 degrés, celle-ci, va croiser l'isotherme 60 degrés Celsius. Et donc, c'est quelque part ici que se situe l'état numéro 3. Donc, on est entièrement à l'état liquide. On vient juste de quitter la zone d'équilibre liquide-vapeur. On l'a quitté un tout petit peu. Et parce qu'on est un tout petit peu à gauche de la cloche, enfin c'est très léger, et on arrive à l'état numéro 3, donc je vais représenter en bleu le chemin effectivement suivi par le fluide lors du condenseur, donc le changement d'état lors du contact avec la source froide, et donc c'est ici, avec la source, attendez, le changement d'état, non c'est avec l'extérieur du véhicule, donc là c'est la source chaude, c'est ici que le fluide va recevoir un transfert thermique QC avec la source chaude. Ici on était dans le compresseur, donc là, au cours de cette étape, il recevait le travail W
du compresseur, ce qu'on avait exprimé plutôt sous forme de puissance avec la puissance mécanique. Donc voilà l'état numéro 3. Donc la question suivante nous demande désormais, une fois que le fluide s'est reliquéfié en contact avec l'extérieur, il va passer dans le détendeur et on suppose que la détente est adiabatique jusqu'à une certaine pression, P1 qui est le point 4. Alors on va placer le point 4, mais avant cela, on nous demande de montrer que la transformation dans le détendeur est isentalpique. Donc le détendeur, si on regarde bien pour bien fixer les idées, c'est ce qui se passe pour passer de 3 vers 4. Et on nous demande en fait de montrer que delta H de 3 vers 4 égale 0. Ça c'est la première question, montrer que la détente est isentalpique. Alors comment faire cela? Bien, pour calculer delta H, soit on trouve où est le point numéro 4 sur le diagramme et on lit la variation d'enthalpie massique, mais ici on nous dit que le placement du point 4 se fait après, donc c'est pas comme ça qu'il faut résoudre le problème. Soit on applique le premier principe industriel, donc dm, alors si on se limite aux enthalpies massiques et comme tout à l'heure on néglige les variations d'énergie cinétique massique et d'énergie potentielle massique, on a dm delta H égale puissance thermique plus puissance utile, puissance mécanique. Dans le détendeur, il n'y a pas de pièce mobile. D'accord? Ce n'est pas alimenté électriquement, par exemple, ou ça n'extrait pas de puissance électrique. Donc, il n'y a pas de pièces mobiles telles des turbines ou des pompes à l'intérieur. Donc, la puissance utile ici est nulle en l'absence de pièces mobiles. De même, on nous dit que le détendeur est isentalpique, permet une transformation adiabatique. Si la transformation est adiabatique, il n'y a pas de puissance thermique échangée dans le détendeur. Donc, car le détendeur a des parois adiabatiques. Eh bien, on en déduit directement, si ces deux termes sont nuls, que delta H est égal à 0. Puisqu'on a une somme de termes nuls ici, on en déduit que delta H, donc là c'était de 3 vers 4, de 3 vers 4, égale 0. Et donc, on a bien une détente, à l'image de la détente de Joule-Thomson, une détente isentalpique. Et ça va nous permettre de déterminer où est le point numéro 4 sur le diagramme, puisque on connaît la pression P1 qui était 3 bars au niveau du point 4. Donc, regardez, on était au niveau de 3. On doit arriver à la pression au niveau du point 4 qui est de 3 bars, donc qui est sur cette horizontale-là. Et on sait que la détente est isentalpique, ça veut dire qu'elle se fait à enthalpie constante, autrement dit, elle va se faire de manière verticale ici. Et donc, en fait, on va avoir une détente comme ça, verticale, qui va arriver ici au niveau du point 4. Et là, vous voyez, vous avez tracé on revient au point 1 ensuite comme ça, vous avez tracé le cycle entier subi par le fluide dans le diagramme enthalpique du fluide, pour le climatiseur. On nous demande de relever le titre massique du mélange, du fluide, à l'état 4. Eh bien, on voit ici, on relève sur ces courbes-là, les isotitres, vous voyez, j'ai tracé l'isotitre qui passe par le point 4, elle est à peu près à mi-chemin entre l'isotitre de 40% de vapeur et de 50% de vapeur, donc on est ici à 45%, on va dire, de titre en vapeur au niveau du point 4. Donc ça va nous permettre de répondre à la question 6, de relever la valeur de la température T4 et du titre en vapeur X4. Alors, X4, on a dit 45%. Alors, je n'ai pas relevé T4, donc on va aller voir. Eh bien, on voit qu'on est environ sur l'isotherme. Vous avez une isotherme ici, je vais changer de couleur, vous avez une isotherme ici, qui repart comme ça. On est à peu près sur cette isotherme, qui est l'isotherme de 0 degrés Celsius, donc la température au niveau du point 4 est environ de 0 degrés Celsius. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. On va donc pouvoir maintenant passer à la question suivante. Dans la question suivante, on nous demande d'en déduire la puissance thermique échangée par le fluide lors de son passage à travers l'évaporateur, c'est-à-dire entre 4 et 1, et on nous demande si l'air à l'intérieur du véhicule est refroidi.
Alors allons voir ce qui se passe. On nous demande donc ici de déterminer la puissance que reçoit le fluide qui circule dans le climatiseur lorsqu'il passe dans l'évaporateur, c'est-à-dire lorsqu'il est en contact thermique avec l'intérieur du véhicule. Et bien donc on va regarder ce qui se passe du point 4 au point 1, et pour exprimer une puissance, encore une fois, on va écrire le premier principe industriel, et donc on va avoir besoin de la variation d'enthalpie de l'état 4 vers l'état 1, et bien ça on va la lire directement. Ici, on va pouvoir relever H1 moins H4, donc en relevant H4 ici, environ 285 ou 290 kJ par kilogramme, si on le trace bien je crois qu'on doit être plus près de 285, on s'aperçoit qu'ici en fait on a 120, un delta H entre 4 et 1 qui est environ de 120 kJ par kilogramme. Donc ça c'est ce qu'on va relever ici, c'est ce que je vais relever ici. Donc on relève que H4 est environ 285 kJ par kilogramme, et donc H1 moins H4 qui est le delta H de 4 à 1 est de 120 kJ par kilogramme, et donc l'application du premier principe industriel va nous donner que delta, alors on va de 4 vers 1, donc ça va être delta H 4, 1, est égal, alors encore une fois, là on est dans un échangeur entre l'intérieur du véhicule et le fluide, il n'y a pas de pièce mobile, donc il n'y a pas de puissance mécanique, ou de puissance utile, je vais l'appeler puissance utile plutôt. La puissance utile est nulle en l'absence de pièce mobile, puisqu'on est dans un échangeur thermique. En revanche, il y a une puissance thermique, et cette puissance thermique, c'est justement la puissance thermique que nous cherchons, donc j'appelle PTH, et elle est notée PE, c'est la puissance échangée en contact avec l'intérieur de la voiture, et on trouve directement avec un débit massique de 0,1 kg par seconde, une puissance échangée de 12 kW qui est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le fluide, là je redessine le fluide, et là le fluide, vous avez l'intérieur de la voiture, et bien il y a une puissance électrique, pardon, n'importe quoi, une puissance thermique échangée PE comme ça, algébrisé comme ça. PE est positif, ça veut dire que effectivement le fluide ici reçoit de la part de l'intérieur de la voiture un transfert thermique qui va dans ce sens-là, et donc ça veut bien dire que l'intérieur de la voiture donne un transfert thermique au fluide, et donc l'intérieur de la voiture se refroidit, vu qu'il cède de la chaleur. Donc, ce supérieur à 0 montre bien que l'intérieur de la voiture se refroidit. Et donc, ça va nous permettre, finalement, nous avons calculé PE, qui est la puissance thermique captée, en fait, de l'intérieur de la voiture vers le fluide. On avait aussi calculé au niveau du compresseur, ici, au niveau du compresseur, on avait trouvé la puissance mécanique. Eh bien, on va pouvoir calculer l'efficacité de notre machine, puisque, alors ça c'est la question numéro 8, l'efficacité, elle est définie comme l'échange énergétique utile, celui pour lequel on fabrique la machine, sur l'échange énergétique coûteux, celui qui va nous demander, qui va nous coûter de l'argent. Eh bien, pourquoi on fabrique le climatiseur? C'est pour refroidir l'intérieur de la voiture, donc c'est bien pour obtenir la puissance PE, la puissance thermique qui va refroidir l'intérieur. Et qu'est-ce qui nous coûte? Eh bien, ce qui nous coûte, c'est le compresseur qu'il faut alimenter et qui va fournir une puissance mécanique PM. Et donc, l'efficacité de cette pompe à chaleur, c'est PE sur PM. Alors, on a trouvé 12 kW pour PE, et pour PM, on avait trouvé 4 kW. Et donc, en fait, on a ici une efficacité qui est autour de 3. Qu'on a déterminé avec ce diagramme. Et ce qui est intéressant, c'est de la comparer, question 9, avec l'efficacité qu'on aurait trouvée en appliquant les premiers et second principes sur le cycle total, sans se soucier des différentes étapes avec le diagramme enthalpique, juste en faisant le premier principe et le second principe sur un cycle entier, mais en faisant l'hypothèse de réversibilité. Et quand on fait ce calcul-là, on trouve une efficacité, dans ce cas-là, de TF, température de la source froide, sur
TC moins TF. Donc ça c'est la démonstration classique hein, qu'on fait en première année. Je ne refais pas la démonstration ici. Et TF sur TC moins TF. Donc on nous dit que ce climatiseur fonctionne entre la température de l'évaporateur et la température de liquéfaction du fluide sous P2. Donc en fait, la liquéfaction du fluide ici c'est fait environ à 60 degrés. Hein. Là on était environ à 60 degrés Celsius. Enfin, du moins. Ici, pardon. Ici, la liquéfaction, on est très proche de la température de 60 degrés Celsius. Alors que ici, on est très proche d'une température de 0 degrés Celsius. Hein, quand on regarde les isothermes, donc on va prendre une température associée à la source chaude de 60 degrés Celsius et une température associée à la source froide de 0 degrés Celsius. Donc TC moins TF, ça vaut... Donc TC moins TF vaut 60. Il ne faut pas oublier cependant de se remettre en Kelvin. Donc la température de la source froide va être de 273. Et 273 divisé par 60, si on fait le calcul, eh bien on s'aperçoit que c'est supérieur à 4. Donc c'est compris entre 4 et 5. Et donc on s'aperçoit bien que, donc on est entre 4 et 5 ici, on peut faire la calculatrice, on s'aperçoit bien que l'efficacité qu'on trouve avec l'utilisation du diagramme enthalpique est plus proche de l'efficacité réelle et donc est inférieure à l'efficacité maximale qui est celle qu'on trouve en fonctionnement réversible. Donc c'est cohérent que le E Carnot, l'efficacité de Carnot, c'est celle qui est faite en fonctionnement réversible, est supérieure à l'efficacité qu'on a trouvée à l'aide du diagramme enthalpique, car dans le cycle de Carnot, car dans le cycle de Carnot utilisé pour déterminer E Carnot, on fait l'hypothèse d'une transformation réversible. On fait l'hypothèse d'un cycle complètement réversible, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, on a fait quand même des hypothèses de réversibilité dans le compresseur, mais on ne l'a pas fait partout. Alors que quand on détermine cette formule-là, on fait l'hypothèse d'un cycle complètement réversible, donc on surestime en fait la performance de la machine thermique. Donc voilà, à travers cet exemple d'étude d'un réfrigérateur, comment déterminer l'efficacité à partir du diagramme enthalpique. Ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que on peut donc déterminer l'efficacité d'une machine thermique en représentant son cycle sur le diagramme enthalpique et en faisant des relevés, ici, entre les différents points, des variations d'enthalpie massique. Et en couplant ces relevés des variations d'enthalpie massique lors de chaque étape, on peut calculer les échanges énergétiques qui ont lieu dans chaque étape grâce au premier principe industriel, donc en négligeant les variations d'énergie cinétique et potentiel massique. dm delta H égale puissance utile plus puissance thermique. Le couplage du diagramme et du premier principe industriel nous permet de relever les puissances et donc de faire ensuite le rapport de puissance qui nous intéresse pour déterminer l'efficacité. C'est ça qu'on a fait dans cet exercice et c'est comme ça qu'on utilise le diagramme enthalpique.